T'es triste? Arrête. Non, je rigole. Sinon, ça serait bien trop simple. Pourtant, ces dernières années, on a vu naître beaucoup de mouvements qui prônent plus de bonheur et qui tendent à rendre l'être humain plus heureux. Parmi tous ces mouvements, on peut citer les affirmations positives, l'autosuggestion de manière générale, toutes ces choses-là qu'on peut regrouper sous ce qu'on a appelé la pensée positive. Selon ces philosophies, il s'agirait de vouloir être heureux pour être heureux, mécaniquement. Donc la positivité, l'optimisme et le bonheur en général, ça se travaille. Je mérite d'être aimé. Plus fort. Je mérite d'être aimé. Sentez-vous ridicule. Je mérite d'être aimé. Et si avec tous ces outils que t'offre la société actuelle et la pensée positive, t'es encore triste, c'est ta faute, tout simplement. Mais c'est fou parce que quand je regarde autour de moi, je vois pas que des gens sauter de joie. Et pourtant, certaines personnes prétendent avoir trouvé la recette du bonheur. Mais est-ce qu'on a tant que ça le contrôle sur notre niveau de bonheur? Est-ce que, après 3 livres et quelques affirmations positives, on peut guérir de l'anxiété qui nous habite depuis tant d'années? Ça, c'est une des grandes questions que se posent depuis des dizaines d'années les adeptes de la psychologie positive, à ne pas confondre avec la pensée positive dont je viens de te parler juste avant. Dans ce sens, il y a plusieurs études qui ont été menées ces dernières années, mais la plus connue d'entre toutes a été menée par le généticien David Lykken. Dans cette étude, notre ami David s'est questionné sur l'héritabilité de certains traits chez les jumeaux. Pour rendre son expérience la plus objectif possible, il a sélectionné des jumeaux monozygotes, en termes courants, des vrais jumeaux. Et ces jumeaux-là, ils avaient été séparés à la naissance. Comme ça, il était sûr que certains aspects, comme l'environnement social ou encore l'environnement culturel, ne viendraient pas biaiser cette expérience. Et sache que ces études ont démontré que les vrais jumeaux qui avaient été élevés dans des environnements totalement différents, mais qui étaient très semblables génétiquement, avaient un niveau de bonheur plus ou moins similaire. La conclusion de cette expérience, c'est que le bonheur, c'est un des aspects de notre personnalité parmi les plus soumis à l'héritage génétique. Et donc notre biologie déterminerait, attention, accroche-toi bien, 50 à 80% de notre niveau de bonheur de base. Pour qualifier ces différences, le psychologue Jonathan Haidt parle de loterie corticale. Corticale qui vient de cortex et en référence aux différentes activités dans le cortex, la zone du cerveau qui contribue au bonheur ou au contraire à la déprime. Donc la prochaine fois qu'on te reprochera de tout le temps faire la gueule au repas de famille, tu pourras juste sortir d'un air pompeux que t'as juste perdu à la loterie corticale. Non, je rigole. 50 à 80% de ton niveau de bonheur de base déterminé génétiquement, je suis pas le meilleur en maths, mais ça te laisse, si je fais des calculs rapides, 50 à 20% de marge de manœuvre, non ? Donc t'inquiète pas, tout n'est pas perdu. Mais avant de s'attarder sur les solutions concrètes qui peuvent te permettre d'améliorer ton bonheur sur le long terme, on va d'abord faire un petit détour sur ce qui ralentit la plupart des personnes aujourd'hui dans leur quête vers le bonheur. Dans la lettre à Ménécée, Épicure distingue 3 types de désirs différents. Le premier type de désir, c'est les désirs naturels et nécessaires. Dans ce genre de désir, on trouve le fait de vouloir boire ou encore le fait de vouloir manger. Bon, ça ce sont des désirs souhaitables parce que si tu les as pas au quotidien, tu meurs, tout simplement. La deuxième catégorie de désirs, ce sont les désirs naturels mais non nécessaires. Dans ça, tu peux ranger le fait de te faire un bon gros sushi à volonté ou encore les désirs sexuels. Ces désirs-là, ils sont ok. Et c'est bien d'en avoir, mais c'est aussi bien d'être averti qu'il faut pas les poursuivre de manière inconditionnelle. Parce que chaque personne qui poursuit ses désirs de manière inconditionnelle va inévitablement tomber dans la souffrance. Par contre, la troisième catégorie de désirs, c'est vraiment la catégorie de désirs à éviter selon Épicure. Selon lui, ça peut mener que à la perversion. Ce sont les désirs non naturels et non nécessaires. Ces derniers désirs, ils comportent, je te le donne en 1000, le désir de richesse, le désir de reconnaissance, le désir de pouvoir ou encore le désir de possession. Épicure nous dit que ces désirs sont par nature illimités, c'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à avoir un désir assouvi en courant après ce genre de choses. Donc, encore une fois, on tombera inévitablement dans la souffrance. Et là, est-ce que tu commences à voir un peu où je veux en venir ? En gros, le gars, 2000 ans avant notre ère, il avait déjà prévu les dérives de la société de consommation et il avait compris un phénomène bien avant qu'il soit théorisé, le phénomène d'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est la tendance de tous les êtres humains à revenir à un état global de bonheur stable après un événement positif ou négatif. En quelque sorte, c'est le fameux taux de bonheur biologique dont je te parlais juste avant. Pour te donner un exemple concret, on va souvent plaindre les personnes qui ont subi un accident de la vie et qui finissent en fauteuil roulant, parce que effectivement, c'est limitant de plus pouvoir se servir de tout son corps. Mais au quotidien, et avec certaines études, on a remarqué qu'une fois passée la déprime post-accident, la plupart des personnes qui finissaient en fauteuil reprenaient leur vie comme si de rien n'était et s'adaptaient à cette nouvelle réalité. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils retrouvent un niveau de bonheur plutôt stable et leur état va pas en se dégradant à l'infini. En anglais, l'adaptation hédonique est appelée hedonic treadmill, qui veut dire tapis roulant hédonique.
Et je trouve que cette formulation, elle est beaucoup plus parlante pour mon propos. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes courent après des choses qu'ils ne pourront jamais atteindre et qui ne feront jamais leur bonheur. Dans notre chère société de consommation, il y a une grosse confusion entre le plaisir, le bonheur et le désir. Beaucoup de gens pensent qu'un désir, il doit être assouvi par un plaisir qui lui-même mènera à un niveau de bonheur plus haut sur le long terme. Mais c'est là que ça bloque. Le plaisir, c'est un état passager. Le désir aussi, c'est une pulsion qu'on doit assouvir sur le moment. Mais là où on se trompe, c'est qu'il n'y a pas forcément de corrélation directe entre le désir et le bonheur. Surtout quand les choses désirées, elles passent par un acte de possession ou de consommation, comme l'a très bien dit Épicure. Quand on veut remplir un vide en achetant quelque chose ou en ayant un salaire plus élevé, on est en plein dans les désirs non naturels et non nécessaires. Mais malheureusement, ces choses que les gens font pour combler un vide, elles sont totalement soumises au principe d'adaptation hédonique. Une personne qui est triste au travail et qui arrive à recevoir son augmentation, elle a certes un pic de plaisir pendant les quelques jours qui suivent l'augmentation, mais au final, elle reste triste au travail, parce qu'elle n'a pas travaillé sur ce qui pouvait vraiment la rendre heureuse dans son travail et plus épanouie. Donc si on ne comprend pas les principes d'adaptation hédonique et de désir non naturel et non nécessaire, il y a de grandes chances qu'on continue sans fin à chercher au mauvais endroit pour trouver le bonheur. On pense par exemple que le bonheur peut s'acheter, peut se matérialiser ou peut s'obtenir en écrivant quelques phrases sur un cahier. Toutes ces choses, elles ne rendent pas heureux sur le long terme. Mais crois-moi, comme je te l'ai dit juste avant, tout n'est pas perdu. Sinon, je ferais pas cette vidéo. Si aujourd'hui tu désespères un peu parce que tu penses avoir perdu à la loterie du bonheur et que tu as du mal à être heureux pour des choses au quotidien, on va voir comment optimiser ça avec des vraies solutions sur le long terme. Dans son livre L'hypothèse du bonheur, Jonathan Haidt nous partage une certaine équation du bonheur qui a été déterminée par des spécialistes de la psychologie positive. Cette équation, c'est celle-ci. B égale N plus C plus A. Ou pour le bonheur B, on aurait N qui correspond à la partie génétique du bonheur, donc la partie dont on a déjà parlé. C, ça représente les conditions de vie. Et A, ça représente les activités volontaires entreprises. Et donc, selon cette théorie, en sachant influer sur les deux derniers facteurs, les conditions de vie et les activités, on pourrait optimiser notre niveau de bien-être dans l'intervalle qui nous a été attribué à la loterie corticale. Déjà, parlons des conditions extérieures. Il a été démontré à plusieurs reprises que certaines choses négatives ne sont pas soumises au principe d'adaptation. En quelque sorte, il y a certaines choses auxquelles on ne s'habitue jamais. Parmi ces choses, on retrouve le bruit chronique. On aurait donc peut-être tout intérêt à s'écarter un peu des grosses mégapoles bruyantes pour faire notre vie. Parce que le bruit incessant, ça peut augmenter le stress et abaisser les facultés cognitives sur le long terme. Quelques autres choses auxquelles on s'adapte jamais vraiment sur le long terme, c'est faire la navette de longues heures par jour pour aller au travail, le manque de contrôle sur notre environnement, ou encore le sentiment de honte au sein d'un groupe. En ce qui concerne les activités volontaires entreprises, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est clairement pas des achats, une possession ou plus d'argent dans ta vie qui vont augmenter ton bonheur. Enfin, à partir d'un certain niveau de vie, certaines choses n'ont plus aucune influence directe sur ton bien-être. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus, je t'avais fait une vidéo sur la question, donc je te la mettrai en fiche. Les activités pour augmenter le bonheur sur le long terme, il y en a plein. Par exemple, je te parle souvent des voyages sur ma chaîne, parce que je suis convaincu que le voyage, ça permet de te nourrir et de faire de toi une meilleure personne sur plein de points. Et selon la recherche, il y aurait tout un panel d'activités qui contribueraient à nous rendre plus heureux. Ce sont les activités qui sont susceptibles de nous plonger dans un état de flow. T'as peut-être déjà entendu le terme flow, parce que c'est un terme qui a été théorisé dans un livre du même nom et dont beaucoup de gens parlent. Pour définir rapidement l'état de flow, c'est un état de concentration totale dans un challenge difficile mais réalisable. Et donc ces activités qui permettent aux personnes de se plonger dans le flow, elles leur permettent de se dépasser, de trouver un sens et d'avoir un sentiment ultra gratifiant d'accomplissement après la tâche. Donc un bon cocktail qui contribue au bien-être. Au plus tu pourras te plonger dans cet état de flow dans tes activités quotidiennes, au plus tu seras épanoui dans ce que tu fais. Pour te donner quelques pistes, les activités qui se prêtent le plus à l'état de flow, c'est les activités qui te stimulent vraiment cognitivement. Pour prendre quelques exemples, on retrouve les tâches créatives, le sport ou encore la collaboration en équipe. Bon, ça c'est pour cette fameuse formule du bonheur, et je pense qu'elle regroupe pas mal de choses, et qu'elle résume assez bien les choses sur lesquelles il faut se concentrer pour pas courir en permanence vers un bonheur inatteignable. Mais personnellement, à tout ça, j'ajouterai quelques petites habitudes de pensée quotidiennes qui pourraient vraiment te permettre d'être moins anxieux. La première habitude de pensée, c'est de comprendre que tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie et accepter qu'il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. C'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans les écrits notamment des stoïciens et qui rejoint pas mal les aspects dont je viens de te parler. Par exemple, quand tu agis positivement sur tes conditions de vie et sur tes activités, t'as vraiment une impression de contrôle qui te rend effectivement plus épanoui. Au contraire, si tu passes ton temps à t'énerver, à vouloir changer des choses que tu ne peux tout simplement pas changer, il y a de grandes chances que tu le vives mal sur le long terme. La seconde habitude de pensée qui nous vient aussi en partie du stoïcisme, c'est que rien n'est bon
ou mauvais en soi. Tout dépend de l'interprétation que nous avons d'une situation. Je répète parce que c'est important, rien n'est bon ou mauvais en soi. Pour bien assimiler cette idée, il faut que tu comprennes qu'on voit tous la vie à travers nos biais et nos pensées. C'est comme si tous les matins en te réveillant, tu prenais des lunettes qui te permettent pas de mieux voir, mais qui te permettaient de voir selon ce que tu penses, selon ce que tu as envie de voir de la vie. Par exemple, et je te parle d'expérience, si tu passes ton temps à penser que les autres sont des ennemis, si tu sors dans la rue en pensant que le monde va mal et que tu vois le mal partout, eh bah crois-moi, tu trouveras ce que tu veux en sortant dans la rue. Résultat, tu verras le monde comme un endroit hostile et tu seras énervé en permanence. Alors je dis pas qu'il faut tomber dans la positivité à tout prix, c'est pas une pensée facile à adopter, je dis juste que c'est bien de temps en temps de mettre un peu d'eau dans son vin et de se dire que certaines situations pourraient être réinterprétées à la lumière d'une nouvelle pensée pour être moins énervé et prendre mieux les choses dans certaines situations. Donc si tu t'entraînes au quotidien à voir le plus possible les bonnes choses, par exemple si tu interprètes les échecs comme une occasion d'apprendre, ou encore si tu as des interactions sociales sans te dire que les gens sont fondamentalement mauvais, bah il y a de grandes chances que tu te sentes mieux sur le long terme. Si tu veux travailler ta capacité à voir le bon dans certaines situations, je te conseille plusieurs ressources, en plus des ouvrages des philosophes stoïciens qui sont vraiment géniaux. La première ressource, c'est le livre Factfulness. C'est un livre qui t'apprendra que beaucoup de tes pensées sont souvent liées à des biais assez négatifs et que, au global, le monde va beaucoup mieux que ce que tu ne crois. La seconde ressource, c'est le dernier épisode de mon podcast Digression, dans lequel je vais un peu plus en profondeur dans cette question et dans lequel j'explique en quoi j'ai réussi à un peu changer sur ça et en quoi c'est encore un petit peu une bataille du quotidien pour moi. Si tout ça t'intéresse, tous les liens seront en description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, vaste et dense sujet que celui du bonheur. Si ça t'intéresse, évidemment, tu peux me le dire en commentaire, je te ferai d'autres vidéos comme ça, évidemment un peu plus axées psycho et philo comme je viens de le faire, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ah, et si cette vidéo atteint, allez, 1000 likes, je fais un petit défi où je teste les affirmations positives pour voir si ça a un effet sur moi. Parce que j'avoue, dans cette vidéo, j'ai un peu trop mal parlé. 1000 likes et je le fais. Si cette vidéo t'a plu, tu peux cliquer sur le premier lien en description, tu trouveras le lien de ma page Patreon. Patreon, c'est une page sur laquelle je crée du contenu supplémentaire, moyennant une petite rétribution mensuelle. Donc c'est vraiment si tu veux me donner de la force supplémentaire et m'aider dans mon contenu, je t'en serai ultra reconnaissant. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et c'est la pire période pour faire des vidéos. C'est la pire, c'est l'été, 32 degrés, j'ai coupé tout, le ventilateur, j'ai fermé la fenêtre pour avoir un bon son. Voilà ce que j'endure. Le mec qui fait une vidéo sur le bonheur, il finit grave négatif. Oh, je devrais faire quelques affirmations positives là, c'est trop. Mais bon, il faut voir le positif. Le positif attire le positif. Bref, j'arrête cette vidéo, je m'en vais remettre le ventilo là.